I'm a diva. You a diva? Mes brats, bienvenue dans le Lega Suzy Gang podcast, épisode 7. Aujourd'hui, on va parler de l'esthétique body, de l'empowerment ou provoque. C'est la question qu'on se pose. Okay, donc pour cet épisode, j'ai décidé de poser 3 questions et de développer chaque question. Donc la première, c'est pourquoi certaines femmes nous dérangent quand elles s'assument? L'hyperféminité est-elle jugée différemment selon les milieux culturels? Pourquoi l'esthétique body divise autant? Donc on va commencer par la première question, donc pourquoi certaines femmes dérangent quand elles s'assument? Aujourd'hui on le voit bien, quand on a une esthétique marquée, dit féminine, très maquillée, sexualisée ou glamour, ça provoque des réactions très très fortes au sein de la société. Personne y voit une forme de puissance, d'autres de provocation, voire une superficialité. Je voulais qu'on revienne sur les 3 questions que j'ai posées et que j'ai développées. Donc pourquoi certaines femmes dérangent quand elles s'assument? Dans beaucoup de sociétés, les femmes sont socialisées pour être modestes. On en avait déjà parlé dans plusieurs épisodes. C'est donc d'être modeste, discrète et non menaçante. Une femme s'affirme et dit, affirme sa beauté, sa sensualité ou sa confiance, ça pose problème. Donc cela peut être perçu comme une transgression des normes sociales. Après, la philosophe Simone de Beauvoir, elle expliquait déjà que la société attend souvent des femmes qu'elles restent dans une position de retenue. On en avait déjà parlé aussi. Donc une femme qui dit je suis belle, je suis sexy et je m'aime, c'est parfois jugé donc arrogant, superficiel et provoquant. Alors que chez un homme, ça c'est pas du tout le même message qui est renvoyé. On va dire qu'il a confiance en lui et il est souvent valorisé. La deuxième question, c'est l'hyperféminité est-elle jugée différemment selon les milieux? Donc on en a parlé, je vous ai fait une vidéo, en fait j'en parle dans plusieurs vidéos je pense, que du coup les sociologues montrent que les normes esthétiques varient selon les milieux sociaux et culturels, ça on l'a vu. Dans certains milieux, donc il y a un maquillage intense, des ongles très longs, talons, bijoux voyants, donc les bling bling, etc. Revu comme stylé et puissant donc dans la culture à soi-même. Mais dans d'autres milieux, cela peut être perçu comme trop excessif, vulgaire. Le sociologue Pierre Bourdieu explique que les goûts et les jugements esthétiques sont fortement liés au milieu social. Donc, je voulais vous parler des femmes maghrébines, parce que j'en suis une déjà pour commencer. Et c'est vrai que j'en ai pas fait une vidéo entière là-dessus, mais c'est vrai que j'avais besoin d'en parler parce que je trouve que ça rejoignait le sujet qu'on va aborder. Beaucoup de chercheurs ont montré que les femmes d'origine maghrébine en Europe sont souvent prises dans le stéréotype très contradictoire. Vous allez comprendre ce que je vais dire je pense que vous avez même compris maintenant. D'un côté, on les associe à l'image de la féminité opprimée, donc la femme qui est opprimée, qui doit absolument porter le voile, etc. Donc ça, c'est que du bullshit, hein. Sachez-le, ça n'existe pas dans la vraie vie, enfin ça existe, mais c'est minime, quoi, par rapport à la réalité. Et de l'autre côté, elles expriment une féminité visible et elles peuvent être rapidement sexualisées. Donc il y a vraiment une contradiction entre les deux sur le fait que donc du coup les femmes maghrébines, soit elles sont trop opprimées, soit elles sont trop sexualisées et vulgaires. Donc il va falloir m'expliquer qu'est-ce que c'est être normal en fait. Enfin la normalité pour moi elle n'existe pas, mais vous avez compris. Autrement dit, si elle est discrète, elle est soumise, et si elle est hyper féminine, elle est provocante. Je voulais vous parler vraiment de cette contradiction qui existe et auquel moi personnellement je souffre parfois. Soit on va me dire « Ah, t'es hyper provocante, mais t'es pas une arabe, toi t'es pas une maghrébine, je sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. » On est bien d'accord. Et à côté, si t'es trop discrète, on va te dire que t'es soumise, que voilà, t'as le droit de rien faire ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment cette contradiction qu'il faut vraiment déconstruire parce que ça fait mal à la tête. Je voulais aussi vous parler du mot beurette, parce que moi j'ai beaucoup entendu parler pendant ma jeunesse et ça me dérangeait à un point inimaginable. Genre j'ai même quelqu'un qui s'est permis un jour
donc qui faisait partie de de mon ancienne école, qui était donc catholique, etc. Donc un blanc. Et peu de temps après, donc effectivement au collège, je me maquillais pas en fait, voilà, j'allais travailler à l'école. Et du coup, quand il a vu des photos de moi ou des vidéos, je sais plus, je crois que c'était sur Snap, il avait vu des vidéos de moi. Et il s'était permis de m'envoyer un message et pour me dire: ah, t'es vraiment devenue une beurette, toi. What the fuck, genre le décomplexage atomique. Genre. Donc je vais définir le mot beurette. Donc le mot beurette, c'était pas forcément péjoratif à l'époque, au départ. Donc il vient du verlan beurre, qui signifiait simplement français d'origine maghrébine. Et c'était utilisé entre nous en fait, entre maghrébins. Mais avec le temps, comme d'habitude, ce mot a été récupéré par par certaines représentations médiatiques, donc les racistes en gros, et le porno, qui ont donc hypersexualisé les femmes maghrébines. Et effectivement, quand vous pouvez aller sur un site porno, bon, je vous incite pas à le faire, mais vous avez des catégories, et donc vous avez des catégories beurette, beurette voilée. Généralement, c'est des femmes soit voilées, enfin, c'est des clichés, t'as peur, tu en tombes de ton fauteuil. Mais voilà, c'est un cliché qui a vraiment été fait par donc, les médias et le porno. Et donc aujourd'hui, nous, on refuse ce terme-là parce que pour moi, c'est péjoratif en fait. Parce que aujourd'hui, une beurette, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu te maquilles comme un camion. En gros, enfin, soyons français en fait. Et il faut vraiment déconstruire ça et il faut oublier ce mot parce que les gens, ils en font pas. C'est pas. Moi, je trouve que. Tu vois, des fois, il y a des termes qu'on se réapproprie, mais celui-là, je trouve qu'il est. On peut pas se le réapproprier. Genre, il est juste sale et il le restera, tu vois. Voilà. Un peu parce que très faible. Donc, je voulais vraiment vous parler. Attendez, je bois. Ah, j'aimerais bien cette tire. Oui, donc je voulais donc vous parler des femmes maghrébines parce que on en souffre beaucoup. Il y a les femmes noires, évidemment, qui en souffrent. Toutes les femmes en souffrent en général. Mais c'est vrai que moi, par expérience, je vais parler de mon expérience, j'ai toujours été dans l'une ou l'autre case. Et genre, il n'y avait pas un endroit où genre on était juste des êtres humains, genre. Voilà. Donc je trouvais que c'était un point important à apporter. Ensuite, la troisième question que j'ai développée, c'est pourquoi l'esthétique Badi divise autant. Donc, dans l'univers Badi, on a deux visions, ok? Il y a la vision 1, donc, qui est critique, où certaines personnes pensent que ce type d'esthétique donc, reproduit les normes du regard masculin, qu'elle sexualise le corps des femmes. Et vision 2, qui est donc l'empowerment, c'est-à-dire de se réapproprier le terme, comme on avait eu avec Tana Land. Donc d'autres femmes revendiquent cette esthétique comme une appropriation du corps, une expression artistique et un pouvoir esthétique. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas. Vous voyez, c'est pas comme le mot beurette ou quoi. Là, c'est vraiment juste, en fait, c'est des choses qu'on aime et on s'interdit pas de le porter parce que un tel homme ou tel homme a décidé que c'était sexualisé, en fait. Moi, je sais que je m'habille pour moi, je m'habille pas pour les hommes, je m'habille pas avec le regard d'un homme, je m'habille avec le regard de ma personne sur moi, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime sur les autres. C'est juste ça, en fait, c'est une réappropriation de quelque chose que j'aime. Tout simplement parce que pendant longtemps, on nous a brimé sur notre comment on dit? Notre imagination. Enfin, je trouve qu'il y a une vidéo qui est hyper intéressante de Zaya. Je sais pas si vous avez la rêve de Zaya. Avec Shera, c'est un podcast. Je vous mettrai, je pense, le lien de la vidéo. Parce que je trouve qu'il est vraiment... elle explique bien pour moi ce truc là de pourquoi si je m'habille comme ça je suis et etc. Genre vraiment le point, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, elle est vraiment instructive. Je trouve que toutes les petites filles et toutes les filles devraient regarder cette vidéo. Donc on nous apprend, c'est ce que je voulais, donc j'en revenais parce que je vous parlais de Zaya, parce qu'elle explique que elle, c'était sa manière d'exprimer sa créativité en tant que petite fille, genre voilà, quand on est petite, on nous dit ne mets pas de jupe, ne mets pas de ça, parce que les gens vont penser ça. Je me rappelle très bien, bon, no shade à ma maman, parce que je sais que j'en ai beaucoup discuté avec beaucoup de mamans, et le motif léopard, oh my gosh, genre, c'est un motif, c'est un animal qui vit donc dans la forêt, dans la savane plutôt.
I guess. Et je me rappelle que j'avais vu des petits... Non, ma soeur avait des ballerines léopards parce que ma soeur est plus grande. Et je voulais les mettre. Et c'est vrai que ma mère m'avait dit un nom catégorique. Et je comprenais pas pourquoi. Et avec le temps, on en a discuté et tout. Elle s'en est rendue compte aussi. En fait, c'est vrai que pendant des années, surtout dans, je pense, l'époque de nos parents, le léopard s'est associé un peu au sexy, au too much, ouais, au sexy. On a sexualisé un motif. Genre, vous vous rendez compte à quel point, genre, c'est hardcore. Donc, c'est pour ça que je suis désolée. Non, je suis désolée, je me réapproprie le léopard. Le léopard, c'est du léopard, c'est un motif. C'est pas un truc qui est censé être sexuel. C'est pas parce que je vais mettre du léopard que je suis en train de dire oh my god, je suis sexuelle, je suis une bombe sexuelle. Pas du tout. Genre, à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte, ce n'est qu'un motif. Simple. Donc on a donc ces deux visions, et bon, je pense que vous avez compris sur quelle vision moi je penche plus. Pour moi, c'est la réappropriation, c'est la vie. C'est comme ça qu'on guérit de nos traumas, et c'est comme ça que moi je me sens heureuse en tout cas. Donc moi je me sens pas dictée par les normes masculines, pas du tout. Donc comme je vous ai dit, je pense que vous avez compris vers quelle vision je me penchais plus tôt. Donc, on a des exemples qui sont souvent cités. L'Anita fait n'importe quoi. Attendez, je vais vous la montrer. Vous allez voir, elle va vouloir s'échapper. Donc, look at this. On entend son petit nez qui siffle. Oh, ok, j'ai compris. Je lui ouvre, je regarde. Des exemples qui sont souvent cités dans la culture hip-hop, les influenceuses beauté et certaines artistes pop, qui sont donc dans l'univers badisons, qui sont plutôt dans l'empowerment. Donc nous on valide, hein. Moi je valide totalement, donc voilà, c'était juste pour vous dire dans quel milieu on peut voir des baddies. Après moi personnellement, je vois des baddies partout, genre même la mémé du coin qui va nourrir les pigeons, pour moi elle peut être une baddie. Alors, une baddie c'est juste un état d'esprit, c'est pas seulement un physique, mais les gens ils ont tout whipping, genre ils n'ont pas compris que en fait être une baddie c'est un état d'esprit et c'est pas un physique. Voilà. Alors oui c'est toujours mieux d'avoir un physique avec. Wow. Mais en fait, être une badgie, c'est juste être en accord, comme je l'avais expliqué, je crois, je sais plus quand. Mais c'est juste être en accord avec soi-même et être belle de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, en fait. Et être confiante. Et donc, ça les fait bien chier. Donc, c'est bien pour ça qu'ils essayent de nous démontrer que, soi-disant, quand, on reproduit les normes, on sexualise, machin. Non, pas juste, ma belle. On prend notre liberté. Et la liberté, tu l'as pas en restant assise à rien faire. C'est en te battant, en fait. Donc la sociologue Angela, on parle direct sur un truc historique, enfin, intellect. La sociologue Angela McRobbie parle de ces phénomènes dans l'analyse de la culture populaire et du féminisme contemporain. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même discuté au travers de nombreux débats. Donc, je voulais vous faire ma petite conclusion. Donc, la vraie question, je pense, personnellement, c'est que c'est pas est-ce que cette esthétique est provocant, mais plutôt pourquoi l'expression du corps féminin continue-t-elle d'être autant critiquée et surveillée et jugée. Genre c'est ce qu'on dit à peu près à chaque épisode. Genre des fois quand j'écris mes épisodes de podcast, je me dis mais est-ce qu'on se répète pas? Mais en fait c'est malheureux, mais on revient toujours au même truc, c'est que les femmes se font constamment juger. Genre c'est vraiment abusé, quoi qu'on fasse, qu'on pète, qu'on rote, qu'on soit belle, qu'on soit distinguée, qu'on soit tout ce que tu veux, il y a toujours un problème. Et du coup, je veux bien vous faire comprendre que c'est pas vous le problème et que c'est vraiment tous ces qui sont derrière tout ça là. Je sais même pas quel machiavélique a réfléchi à ça, mais il faut se lever tôt le matin. Moi, je te le dis. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que l'esthétique baddie peut être un costume, un jeu, c'est ce que je disais dans un épisode où je parlais de mon alter ego, une affirmation de soi. Donc le problème n'est peut-être pas l'esthétique elle-même, mais le regard que la société pose sur les femmes qui choisissent de l'incarner. Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas vous le problème, c'est pas nous femmes, c'est vraiment le regard des hommes et des autres, parce qu'il y a beaucoup de femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes et tout, mais je peux vous dire que des fois les femmes c'est les pires ennemis de la femme. Genre. Les femmes sont aussi hyper misogynes avec les autres femmes, genre c'est vraiment abusé, genre c'est pas réservé qu'aux hommes, donc c'est pour ça que quand je dis c'est con, c'est vraiment féminin et masculin, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le cadrage a un petit peu changé, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parce que ma ring light, elle m'a lâché, du coup je suis en train de faire une construction pour avoir un éclairage digne de ce nom.
Donc dites-moi si ça vous dérange pas qu'on voyait la fenêtre derrière. Voilà. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et dites-moi quelle vision vous êtes. Si vous êtes plutôt la vision en mode genre... Et je vous jugerai pas, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit d'avoir votre propre avis. À partir du moment où vous êtes respectueux envers vous-même et avec les autres. Vous êtes plutôt vision 1, donc tu suis la norme masculine et du coup c'est pas ok d'être une bagie. Ou t'es plutôt la vision 2 en mode c'est une réappropriation et t'es en mode empowerment et genre go girl, tu vois. Donc dites-moi de quelle vision vous êtes, de quel côté vous êtes. Et je vous embrasse très très fort. À mardi prochain pour un nouvel épisode.